Merci, Dr Bousta, pour cette présentation. Dr Bousta est toujours, elle soutient toujours les pédopsychiatres et c'est un que les pédiatres accordent une place importante pour les pédopsychiatres. Je remercie le bureau de l'association des pédiatres de Saint-Sift pour leur invitation et pour l'intérêt porté pour la pédopsychiatrie. Et je les félicite pour le choix du sujet parce que ça coïncide avec une année très, très importante pour justement les patients TDAH. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais... Ah, c'est bon. Mais il y a une mobilisation des parents, des enfants TDAH et une mobilisation des professionnels pour que le traitement médicamenteux du TDAH soit introduit au Maroc. Ce qui n'est pas encore le cas, alors que dans les pays voisins, le traitement existe, notamment en Tunisie. Donc, les patients TDAH au Maroc sont en grande souffrance parce que le traitement n'a pas encore été introduit. Les parents, justement, les associations de parents ont mobilisé les médias. Ils ont mobilisé aussi les parlementaires. Donc, c'est un sujet qui a été évoqué il y a quelques semaines au Parlement par rapport à la question du traitement, de l'introduction du traitement du TDAH au Maroc. Et comme vous le voyez, il y a une conférence de presse qui est organisée le 20 juin pour mettre la pression pour que le traitement du TDAH soit accessible au Maroc. Donc, de quoi parlons-nous? On parle d'un trouble neurodéveloppemental dont les symptômes débutent dès la petite enfance. Donc, généralement, dans les critères DSM-5, au moins avant l'âge de 12 ans, mais quand on creuse, on va trouver que les symptômes sont là depuis que les enfants sont tout petits. C'est un symptôme qui reste jusqu'à l'âge adulte. 65% des cas persistent à l'âge adulte. Et c'est un trouble qui impacte les différents domaines du développement de l'enfant, que ce soit le domaine cognitif, moteur, comportemental, social. Donc, c'est un trouble quand même qui va impacter de façon importante le développement, la scolarité, la socialisation de l'enfant. Il y a aussi une grande comorbidité entre le TDAH et les autres troubles des apprentissages, notamment les dyslexies, tout ce qui est 10, les dyslexies, les dysgraphies, donc tout ce qui est 10. Donc l'association est très importante. À chaque fois qu'on a un enfant 10, il va falloir chercher s'il n'y a pas un TDAH associé. C'est souvent aussi associé aussi aux troubles anxieux, aux troubles de l'humeur et aux troubles de conduite. C'est aussi un trouble à forte implication génétique. Il y a à peu près 300 gènes qui sont impliqués. Il y a une grande irritabilité. Il est plus irritable que la dépression et la schizophrénie. Alors qu'on sait que la schizophrénie est un trouble à grande portée génétique, le TDAH est encore plus irritable. Et quand on a un parent TDAH, on a 4 à 8 fois plus de risque d'avoir le TDAH. Et dans le sens inverse, quand on diagnostique un enfant TDAH, on sait que dans 25% des cas, l'un des deux parents est TDAH. Les parents, quand je leur dis ça, ils n'aiment pas trop parce qu'ils commencent à s'accuser. C'est du côté du papa, du côté de la maman. C'est un trouble à composante neurobiologique, puisqu'il a été prouvé que chez les enfants et les adultes TDAH, il y a des anomalies cérébrales avec une diminution du volume de certaines zones du cerveau par rapport au sujet témoin. Et c'est un trouble qui incrimine un déficit en dopamine et noradrénaline. Donc, c'est un trouble justement à grande composante biologique et donc on s'attend à ce que le traitement, effectivement, et la réponse soient aussi biologiques, mais on n'a pas le traitement. C'est aussi un trouble à fréquence non négligeable. 4 à 10% des enfants d'âge scolaire, il faut imaginer 3 classes, 30-30-30, ça fait 90. Et sur les 3 classes, il y a à peu près 6 enfants, par exemple, TDAH. Donc, ça fait 2 par classe, ce qui est très, très compliqué à gérer pour les enseignants. Chez les adultes, on est à 3 à 5% des adultes qui ont un TDAH. Et on a essayé de calculer un petit peu au Maroc parce que les sociétés pharmaceutiques sont en train de chercher pour voir si le fait d'introduire le médicament au Maroc, il y aura une... En faisant un petit peu quelques études, on a vu qu'il y avait 240 000 enfants en âge scolaire, que les enfants en âge scolaire, qui seraient atteints de TDAH. Le TDAH a été beaucoup médiatisé, donc il y a beaucoup de fake news et de polémiques autour de ce trouble, dont quelques-uns. Si l'enfant n'est pas agité, il n'est pas TDAH, faux. On peut avoir des enfants très très calmes,
mais qui sont TDAH. On va voir comment. Le TDAH n'existe pas, c'est juste un trouble à la mode inventé par les labos. C'est faux. Tout enfant agité ou qui ne se concentre pas est un enfant TDAH. Faux. Le TDAH, c'est un problème d'éducation. Faux. Et le traitement de TDAH est une drogue. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est un trouble qui souffre de sa non-spécificité symptomatique qui va rendre le diagnostic un peu compliqué. Donc, les 3 symptômes principaux, c'est l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Mais l'association des symptômes entre eux va donner des tableaux cliniques très différents. Et parfois, par exemple, on va avoir l'inattention seule, c'est le TDA, qui est plus fréquent chez les filles que chez les garçons. Et parfois, on peut avoir un TDAH typique avec des troubles attentionnels, mais sans aucun impact scolaire, parce que, notamment chez les sujets haut potentiel associés au TDAH, ils vont compenser les problématiques attentionnelles par leurs autres capacités cognitives. Donc, pour que ces symptômes qu'on peut trouver dans n'importe quel trouble soient retenus comme étant des symptômes des TDAH, il faut que ça ait démarré très jeune, notamment au minimum avant l'âge de 12 ans. Il faut qu'il soit présent dans la majorité du temps chez l'enfant et dans différents contextes, notamment à l'école, à la maison, avec le coach sportif, avec le prof qui vient faire les cours de soutien. Donc, les symptômes sont constants, tout le temps et partout. Et on le voit d'ailleurs sur le dessin, il est même présent sur les dessins d'un enfant TDAH. Vous voyez que ça bouge de partout. Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé en France 2024, le diagnostic est principalement clinique et ça pose problème parce que les parents, parfois quand ils consultent, ils ont besoin de preuves. Nous, en pédopsychiatrie, c'est vrai que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de G pour prouver que c'est un TDAH, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de prélèvement sanguin. Donc, le diagnostic, il est clinique, il va falloir en convaincre les parents parce que pour justement mettre en place le projet thérapeutique, il faut que les parents adhèrent. Concernant, par exemple, le bilan neuropsychologique, il n'est pas nécessaire pour le diagnostic, mais il nous permet parfois d'éliminer tout ce qui est diagnostic différentiel, notamment avec le retard mental et les troubles spécifiques des apprentissages, type dyslexie et autres. Ces enfants sont adressés le plus souvent par l'école. Pourquoi? Parce que c'est des enfants qui dérangent, notamment quand il y a les troubles du comportement. Donc, vous savez très bien qu'à l'école, tant que l'enfant est sage, gentil, ça va, mais une fois qu'il va déranger la classe, à ce moment-là, l'école se mobilise et tant mieux. Moi, je dis qu'il vaut mieux adresser des enfants par excès que par défaut. Par contre, les parents, ils sont dans une grande tolérance par rapport au comportement moteur de l'enfant, on va dire. Ça va passer. Mais ils ne vont consulter que quand il y a un impact sur les résultats scolaires. La difficulté diagnostique vient de la non-spécificité justement des symptômes, comme je disais tout à l'heure, parce que quand nous, on va recevoir, ou vous, par exemple, en cabinet pédiatrique, vous allez voir que l'enfant est agité. Les parents vont vous dire qu'il a des difficultés d'apprentissage, il a des difficultés relationnelles avec les pairs et des troubles du comportement. Il y a plein d'autres diagnostics à éliminer avant de retenir le TDAH. Et la question qui va se poser, c'est TDAH ou pas? Donc, on est toujours face à ce dilemme. Et du coup, avant de retenir le TDAH, il faut éliminer le retard mental, l'autisme, la dépression, les troubles spécifiques des apprentissages. Comme vous le savez, l'épilepsie peut donner un tableau qui ressemble très bien au TDAH, la surdité, les problèmes éducatifs, les troubles de conduite et je dirais aussi les enfants au potentiel. Et une fois qu'on aura éliminé tout ça, et que les critères répondent aux critères DSM-5 du TDAH, à ce moment-là, on peut le retenir. Donc, l'évaluation est une évaluation qui doit être très précise. On doit récolter un maximum de symptômes et une histoire clinique évocatrice du TDAH et qui doit répondre, bien sûr, à notre manuel diagnostique qui est le DSM. Donc, les symptômes doivent être récoltés auprès des parents lors de l'entretien, de l'école à travers soit des réunions, soit les échelles qu'on leur adresse, l'observation de l'enfant en entretien, mais aussi tout ce qu'on vous dit sur l'enfant dans les différents domaines de vie et d'exercice où il est. Ça nous permettra justement d'éliminer les diagnostics, de retenir le TDAH et de retenir quelle catégorie de TDAH, face à quel type de TDAH on est. Et à ce moment-là, on pourra mettre en place la stratégie thérapeutique qui convient.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent les parents de ces enfants? Et ce qui dérange plus les parents, c'est le scolaire, c'est la concentration. Et c'est là où les parents, ils sont embêtés. Ne se concentre pas, il faut lui répéter les consignes tout le temps, va brosser les dents, va dormir, va te changer, va... Les résultats scolaires insuffisants, a du mal à terminer ce qu'il commence. Donc, les moments des devoirs, généralement, c'est des moments très pénibles pour les parents. Difficile à gérer, bouge sans cesse. C'est des enfants qui parlent beaucoup, qui vont interrompre la parole, et ça, on va le remarquer très vite pendant la consultation. Ne réfléchis pas aux conséquences de ces actes, c'est des enfants qui se mettent beaucoup en danger. Les enseignants, eux, ils sont dérangés surtout par l'agitation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais un enfant agité, c'est pas juste un enfant qui court partout. Un enfant agité en classe, il peut être assis, mais il a besoin de faire quelque chose. Soit il tripote ce qu'il y a dans sa trousse, soit il mâchonne ses habits, soit il est en train de dessiner sur son cahier, soit il déchire des petits bouts, soit il bouge les pieds. Donc il faut pas imaginer que l'enfant TDAH est quelqu'un qui court partout tout le temps. Le bavardage aussi, c'est une plainte très fréquente des enseignants. Par rapport à la concentration, les enseignants arrivent à percevoir que l'enfant il est intelligent parce que s'il est en relation duel, s'il est cadré, on va ressentir qu'il a de très très bonnes capacités intellectuelles. D'ailleurs, généralement, les TDAH ont de bonnes capacités intellectuelles. Il ne sait pas attendre son tour, donc il va répondre avant même que l'enseignant n'ait fini sa question. Les bagarres sont souvent source d'exclusion de l'école, de retenue, de réclamations auprès des parents. Vous pouvez pas savoir à quel point les parents, les pauvres, ils sont fatigués parce que ils ont des réclamations tous les jours. L'oubli des affaires aussi, hein, ça peut être les stylos, les casquettes, les cahiers, les livres, donc ce qui va bien sûr créer un conflit avec l'enseignant. Les enfants sont très conscients de leurs difficultés et ils sont marrants dans leur façon de l'exprimer. Un enfant de 6 ans et demi qui me dit « je suis multitâche ». Je me suis dit, moi, ce mot, je ne l'ai connu qu'à l'âge adulte. Et alors, je voulais vérifier. Je dis, mais ça veut dire quoi, multitâche? Il me dit, pendant que je suis en train de regarder la télé, je dessine et j'écoute tout ce que disent mes parents. Donc, pour vous dire à quel point ils sont pertinents, les enfants TDAH. Le bruit en classe me perturbe, je me fatigue rapidement, mon cerveau n'arrête pas de penser, je décroche mais je ne pense à rien. Bon, ça, il y a des ados, des pré-ados et des enfants, et des ados aussi. L'ennui est un symptôme très, très, très fréquent, mais il faut leur poser la question parce qu'ils savent pas qu'ils s'ennuient. Donc, quand on demande, ils répondent de oui tout le temps. Et un enfant à qui les parents voulaient expliquer pourquoi il vient me voir et il leur répond, justement, est-ce qu'elle va me changer mon cerveau parce que moi, j'essaie de le contrôler et je n'y arrive pas. Je trouve ça trop mignon. Quelques anecdotes, parce que quand on est en consultation avec un enfant TDAH, c'est assez sympathique. Il se passe beaucoup de choses. Une maman qui me dit que le prof de sa fille l'appelle mon popcorn, tellement elle bouge. J'imaginais un popcorn. Une autre maman, il a cassé ses dents de lait avant même de les changer. Je l'attache à la chaise pour qu'il fasse ses devoirs, et ça c'est réel, elle l'attache avec une ceinture à la chaise pour qu'il fasse les devoirs. Un gynéco qui a dit à une maman d'un enfant qui a été diagnostiqué plus tard TDAH, ce n'est pas un bébé, c'est un futur boxeur, et c'est la maman qui a fait le lien pendant l'entretien, elle me dit, oui mais c'est vrai, le gynéco m'avait dit que ça allait être un futur boxeur. Les parents qui se plaignent de devoir changer les trousses toutes les semaines, et ça c'est typique des enfants TDAH. Et la cerise pour la fin, c'est des parents qui ont oublié la réunion scolaire de leurs enfants, une réunion où il y avait le directeur, les profs, les pédopsies, les orthophonistes, les psychomotriciens, et ils sont pas venus, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes TDAH. Ils ont oublié la réunion parce qu'ils sont eux-mêmes TDAH. Et puis, comme toutes les spécialités, on est menacé par l'IA. Donc, une étude 2025 qui démontre que l'IA peut extraire des nuances narratives liées au diagnostic du TDAH sur 441 récits cliniques. Donc, bientôt, on va se retrouver au chômage. Heureusement qu'il n'y a pas que le TDAH en pédopsychiatrie. Et le TDAH, ce n'est pas que ces 3 symptômes. Il y a aussi les difficultés d'organisation des planifications. Ça, c'est les mamans qui se tirent les cheveux. Ils rangent jamais ses chambres. Ils jettent tout le temps des choses n'importe où. Il ne sait pas par où commencer ses devoirs. La procrastination. Souvent, on se plaint que les pré-ados et les ados procrastinent beaucoup. Il faut vérifier s'il n'y a pas un TDAH derrière. La difficulté à hiérarchiser les tâches. Je fais vite parce que l'oubli fréquent d'objets ou de rendez-vous, mais aussi il y a le problème de régulation émotionnelle, hein, les crises de colère et la faible tolérance à la frustration. C'est aussi des enfants qui ont une grande fatigabilité mentale. Les études ont montré que pour la même tâche, ils vont mobiliser plus de zones cérébrales que le sujet témoin, d'où la fatigabilité mentale et
l'évitement des tâches qui demandent beaucoup d'efforts cognitifs, la lenteur d'exécution et les troubles du sommeil. Donc, on peut imaginer l'impact sur les résultats scolaires de ces enfants. C'est aussi un trouble à origine multifactorielle. On a parlé tout à l'heure de l'origine génétique, mais je voudrais insister aujourd'hui auprès de vous, pédiatres, sur la nécessité de garder un œil sur tout enfant qui a présenté une prématurité, un faible poids de naissance, un traumatisme ou infection cérébrale en néonat et une exposition au tabac, à l'alcool pendant la grossesse. Il faut garder un œil, c'est deux facteurs de risque très, très, très importants. Et à chaque fois qu'on essaie de chercher l'étiologie en posant la question aux parents, soit on tombe sur la génétique, soit on va tomber sur des facteurs liés à quelque chose qui s'est passé précocement à la naissance. Il y a des études récentes qui sont en train de chercher du côté du microbiote intestinal, et donc peut-être qu'on va trouver des interventions probiotiques récemment. C'est des approches un petit peu à la mode, mais on ne sait pas encore si c'est réellement efficace ou pas. Et on arrive à la prise en charge, donc une prise en charge multidisciplinaire. La Haute Autorité de la Santé, en 2024, donc elle a insisté sur le fait que les psychostimulants sont les traitements médicamenteux à proposer en première ligne, d'accord ? Que les mesures non médicamenteuses doivent être proposées aussi en association au traitement. Une étude québécoise très, très récente de 2024 a montré que les stimulants sont associés à une baisse de 39% du risque de mortalité et de 25% de blessures accidentelles graves, donc ce qui témoigne justement de l'impact et de l'efficacité des psychostimulants. Une méta-analyse portant sur 190 études qui a analysé un petit peu, comparé des patients avec différentes prises en charge, est revenue avec les résultats suivants. Les stimulants et les non-stimulants sont significativement plus efficaces que le placebo. Les stimulants sont supérieurs à la thérapie comportementale parce que les parents, quand on propose un traitement médicamenteux, vous savez, c'est le seul trouble en pédopsie où il y a un traitement, on va dire, spécifique, qui ne sert que à ça. Et pour les parents, tellement justement ça a été médiatisé, quand ils vont chercher sur les réseaux sociaux, ils vont trouver plein de choses autour du sujet, et parfois on va avoir du mal à les convaincre de l'intérêt du traitement. Donc du coup, les parents demandent la thérapie, mais voilà, les études montrent que les stimulants sont supérieurs à la thérapie comportementale et à la remédiation cognitive et aux non-stimulants. Donc le combo idéal, c'est TCC plus stimulant, qui est supérieur à la monothérapie, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Par contre, il n'y a pas de preuves scientifiques concernant donc la remédiation cognitive, le neurofeedback, la thérapie alimentaire, donc tout ce qui est régime restrictif ou autre, les programmes basés sur la pleine conscience et les thérapies psychanalytiques. D'accord ? Donc tout ça, il n'y a pas encore de preuves scientifiques qui nous permettent de dire, voilà, c'est ce qu'on va mettre en place et est-ce que c'est efficace ou pas. Donc parmi les approches thérapeutiques non médicamenteuses préconisées, on a TCC plus traitement médicamenteux, mais il y a aussi les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Vous savez que c'est des enfants, le traitement du TDAH est un traitement qui agit tant qu'il est dans le sang. C'est-à-dire, on a des formes LP, on a des formes action immédiate. Les formes action immédiate, c'est tous les 4 heures. Les formes LP, c'est entre 8 et 10 heures, parfois 12 heures. Mais une fois que le traitement se dissipe, l'enfant redevient l'enfant TDAH qui vous ont ramené la première fois. Donc, les parents vont avoir à gérer ces enfants. En plus, le traitement, il est arrêté le week-end et les jours fériés. Donc, ces parents-là sont face à leur enfant TDAH, c'est-à-dire sur certains moments. Donc, il faut leur apprendre, et d'autant plus qu'ils sont eux-mêmes TDAH. Et parfois, ça donne des conflits très, très, très importants. Pour les approches diététiques, la supplémentation en fer, en zinc ou en oméga 3 peut aider à renforcer l'effet du traitement, mais seul, ça ne donne pas grand-chose. Le neurofeedback peut améliorer légèrement la concentration, l'autorégulation, mais il n'a pas encore été démontré qu'il était efficace. Alors, quels traitements médicamenteux? Il y en a plein, donc Ritaline, Concerta, Medikinet et autres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a les stimulants et les non-stimulants. Dans les stimulants, il y a la méthylphénidate et les amphétamines.
Donc, ce qu'on veut, nous, on a eu un certain moment le Concerta au Maroc, mais c'était juste ponctuellement. La Ritaline, on essaye actuellement à travers la sensibilisation du ministère de la Santé et de l'Agence du médicament pour mettre un peu la pression pour aider ces enfants, parce que c'est des enfants qui sont exclus de l'école, c'est des enfants qui sont... D'accord. Il reste pas beaucoup. D'accord, donc c'est des enfants qui sont exclus de l'école et les parents aussi sont en souffrance. L'atomoxétine a été commercialisée au Maroc un certain temps, mais là, elle a été arrêtée mondialement parce que c'est un traitement de seconde ligne, donc qui n'a pas démontré vraiment son efficacité. Je passe sur le mode d'action. On va pas prescrire chez tous les enfants TDAH, il y en a qui vivent avec, mais on va prescrire quand il y aura un impact scolaire, comportemental et social, quand le TDAH est associé aux troubles de conduite, à l'impulsivité, à l'agressivité précoce, et Dieu sait que c'est très fréquent, et quand il y a des antécédents familiaux d'abus de substances, parce qu'on sait que cet enfant va avoir plus de risques d'aller vers la consommation. Bien sûr, les inquiétudes des parents, c'est les effets secondaires, la dépendance, la durée du traitement. Et est-ce que le méthylphénidate, c'est une drogue? C'est la question que à laquelle je vous ai promis de répondre tout à l'heure. Le méthylphénidate ne crée pas de dépendance puisqu'on peut l'arrêter de façon brutale le week-end et les jours fériés sans aucun symptôme de sevrage, n'a pas d'effet d'accoutumance et il n'y a pas d'effet psychologique qui pourrait entraîner l'addiction. D'ailleurs, il limite tellement les enfants, il les bloque un petit peu par rapport à leur agitation que parfois eux-mêmes, ils demandent de l'arrêter. Ça, c'est une étude qui a longitudinale sur 33 ans à peu près, qui a suivi des enfants tout petits qui sont devenus adultes et qui sont sous traitement et qui a montré qu'il n'y a aucun effet négatif sur la santé médicale générale ou le fonctionnement social chez ceux qui ont pris des médicaments par rapport à ceux qui l'ont pas pris. J'ai presque fini. Et une étude à Lancet 2025, parce que il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent pour les effets secondaires cardiaques, qui a montré que ces effets-là sont minimes et sans gravité, donc il n'y a pas de problème. Et si pas de prise en charge, par contre, c'est une planche qui est ancienne, mais j'aime bien la mettre parce que ça augmente de 33% le risque de visite aux urgences, de 24% les risques d'accidents de voiture. Peut-être qu'au Maroc, on a beaucoup d'accidents de voiture parce qu'on ne soigne pas nos TDAH d'ailleurs. 46% d'expulsion de l'école, 35% d'abandon scolaire. Les enfants non traités pour TDAH ont deux fois plus de risques d'aller vers la consommation de toxiques. Donc, c'est quand même, alors qu'on a peur de leur donner le médicament pour qu'ils ne deviennent pas addicts, c'est complètement le contraire. Ça atteint aussi la famille, ça augmente par 3 à 5 fois le risque du divorce et de conflits familiaux. Et ça impacte aussi les adultes quand le risque de perdre leur travail ou autre. Donc, merci de votre attention ou de votre manque d'attention. Voilà.